Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, votre émission d'actualité en direct sur 8 Mont-Blanc. On est ensemble pour 30 minutes, comme chaque soir. Nous parlerons ce soir de la semaine de l'artisanat avec Christophe Taforo et Romain Tétaz. Catherine Meunier de la librairie Imaginaire d'Annecy viendra nous présenter ses coups de cœur du moment. Et en fin d'émission, on fera un focus sur Nature Explora, une agence de voyage pas comme les autres. N'oubliez pas, nous vous attendons également ce soir sur notre page Facebook pour tout commentaire ou toute question avec le hashtag Accès Direct. Pauline, bonsoir. Donc, tu présentes, on rappelle, toute cette semaine le journal, dans une grosse demi-heure. Les titres du JT, on va parler notamment d'enneigeurs qui vont arriver du côté du Semnoz, une petite révolution. Oui, enfin, ça y est, après des années et des années qu'on en parle, ça y est, ils arriveront l'hiver prochain. Il y en aura 4 en tout, c'est des enneigeurs mobiles. Coût de l'opération 600 000 € avec notamment une très grosse aide de la région et du plan de Laurent Wauquiez. Donc, on fera le point sur ce sujet qui cristallise quand même encore un petit peu tout le monde. Et puis d'autres tensions du côté en Maurienne avec des guichets des gares SNCF qui ne cessent de fermer les uns après les autres. C'est ça, puisqu'il n'y aura plus d'accueil en gare de Saint-Michel de Maurienne, à l'exception des week-ends en hiver. Les usagers trouveront bien porte close dès la rentrée prochaine. La SNCF veut supprimer 15 postes de vendeurs ou d'agents d'escale, c'est-à-dire 50% des effectifs selon Sudrail. C'est Guillaume Vuitton qui est allé faire un tour du côté de la Maurienne pour prendre le pouls. Merci Pauline, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Allez, on va passer à nos invités du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Christophe Taforo, chocolatier du côté d'Albertville, et Romain Tétaz, son apprenti. Messieurs, bonsoir, vous êtes venus, alors pas les mains vides, hein. C'est pas qu'avant l'heure. On va commencer déjà avec vous, Christophe. Donc je rappelle, vous êtes chocolatier du côté d'Albertville. La semaine de l'artisanat, c'est l'occasion de mettre encore plus que d'habitude votre activité. Tout à fait. Moi, ça fait 15 ans que j'ai ma pâtisserie, donc je forme des jeunes depuis une quinzaine d'années. J'ai formé déjà à peu près 10 apprentis depuis que je suis installé, plus particulièrement en pâtisserie, parce que j'ai un salon de thé et une pâtisserie fine. Et depuis, avec Robin, il se met vraiment à aimer le chocolat, donc je pense que je vais continuer vers une mention chocolat pour lui décliner tout mon savoir-faire et ma passion. Alors vous êtes originaire de Touraine, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. Une autre terre artisanale. Ça explique le choix de votre installation ici à Albertville? Alors en fait, c'est une coïncidence qui fait que quand j'étais lycéen et collégien dans ma région de naissance, la Touraine, je suis venu au Césy particulièrement 3 semaines en semaine de ski. J'adore la montagne, le ski, la moto, et donc après avoir fait mon parcours sur Paris dans des grandes maisons, je souhaitais revenir dans une région qui me plaisait. Et du coup, j'ai trouvé un commerce à acheter à Albertville, pas très loin d'Annecy, les lacs, les montagnes, vivre d'autres passions à travers celle de faire du plaisir de ma pâtisserie et de mon chocolat pour le plaisir des gens. Alors Robin, vous êtes donc apprenti à chocolater. C'est ça. Le salon de thé de Christophe. Qu'est-ce que ça vous apporte déjà de travailler dans une structure professionnelle? Moi, j'ai toujours aimé déjà de base la pâtisserie depuis que je suis petit. Et j'ai eu ma première année d'apprentissage, j'ai travaillé à Lyon. Ça s'est super mal passé. Du coup, j'ai voulu changer, aller dans une pâtisserie un peu plus petite. Et c'est vrai que pour apprendre, il n'y a rien de mieux. Vous avez obtenu un bac pro cuisine, vous êtes actuellement en 2e année CAP pâtissier. L'apprentissage, ça a tout de suite été une évidence? Pas au début. Comme j'ai commencé par un bac pro cuisine, c'était 3 années à l'école. Et en fait, à la fin des 3 années, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était pas vraiment ce que je voulais faire de toute ma vie. Du coup, j'ai voulu faire de la pâtisserie, mais sans aller à l'école tout le temps. Et c'est pour ça que pour tous les jeunes qui veulent faire ces métiers-là, l'apprentissage, c'est vraiment le mieux. Vous les encouragez? Ah ouais, c'est Qu'est-ce vraiment... qui vous apporte, Robin, en tant qu'apprenti au sein de l'entreprise? Robin, je veux dire que c'est vraiment un apprenti vraiment très efficace, très talentueux, qui a vraiment tout le temps envie de bien faire. J'ai repris beaucoup de plaisir à passer ma passion, à lui transmettre ce que j'ai appris tout au long de ces années. Moi, j'arrive à bientôt 50 ans, donc je suis une phase de ma carrière où je maîtrise les choses, où en fait, quelque part, on met au point des choses, on ne se rend plus vraiment compte de tout ce qu'on a fait. Et en fait, de rencontrer Robin, ça a été un déclic de me retrouver à 19 piges avec jeune champion de France, les concours. Et du coup, il y a une alchimie qui s'est créée avec, en plus, donc j'ai un ouvrier pâtissier qui s'appelle Kevin,
qui n'est pas là ce soir parce que c'était pour l'heure de Robin, mais je voulais le citer quand même parce qu'il nous aide aussi à confectionner la pâtisserie et il aide aussi énormément Robin dans l'application de ses recettes. Et en fait, c'est quelqu'un de passionné et je trouve que l'apprentissage, ne faut pas le mettre justement, dire l'apprentissage pour les parents qui cherchent leurs enfants et qui les poussent à faire un métier. Il faut vraiment que ce soit une passion. C'est comme choisir de faire architecte. Si la personne est vraiment motivée pour le faire, c'est un plus, quoi. On ne fait pas pâtissier parce que on a des mauvaises notes ou que c'est une voie de garage. C'est pas vrai du tout. C'est un beau métier qui est très difficile. Et il y a plusieurs aspects qui sont dans les heures, se lever tôt. Des fois, on en a discuté en voiture tout à l'heure. Robin me disait, ouais, j'étais un peu fatigué, je suis venu cet après-midi faire la pièce en chocolat. Donc voilà. Mais par contre, là, aujourd'hui, on met en valeur notre travail. Vous nous accueillez, on est très content d'être là. Nous aussi. Et il est super content. C'est gratifiant, quoi. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous nous avez amené quelques pièces. C'est notamment ce qui est prévu pour les fêtes pascales. Oui, tout à fait. Donc, j'ai amené des choses un petit peu originales pour les enfants dans des prix moyens. Donc, on appelle ça, nous, des pièces commerciales qui sont posées sur une tablette de chocolat. Pour le chocolat noir, on utilise du chocolat Venezuela. Donc, je suis un aficionado de cacao de qualité. Donc, le chocolat au lait, c'est pareil, c'est lait entier, 40% de cacao. Donc, très peu sucré par rapport au chocolat industriel qui souvent sont qu'à 20% de cacao pour le lait et des fois 60% pour la base noire, mais qui sont plutôt d'origine Afrique. Moi, je spécialise dans l'Amérique latine, notamment aussi dans la confection de nos moelleux au chocolat et de mes bonbons ganache que je présente tout au long de l'année. La matière première est importante, puis après l'originalité pour que les gens aient quelque chose, un clin d'œil sympa avec leurs petits-enfants. Donc cette année, j'ai choisi les petits héros. Oui, on le reconnaît, la Spider-Man. Voilà, Superman, il y a un rocker, vous avez une petite chouette pirate. Après, j'ai aussi apporté ma spécialité, le chocolaté, qui porte ma boutique, parce qu'en fait, je voulais plus que les gens, en goûtant ma pâtisserie, aient une émotion. C'est ce que j'ai fait quand j'étais enfant. Et de retransmettre ça aux plus petits, aux plus grands, c'est vraiment un plaisir. Je vais montrer à la caméra une de vos créations. Donc là, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Superman ? Ouais. Je ne sais pas si Damien en régie peut voir. C'est très ludique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment sensibiliser les enfants. Après, sur les autres pièces que vous avez sur le présentoir, on a pris avec Robin, parce que comme il faut que je lui transmette un petit peu le savoir-faire, d'assembler un petit peu pour faire des pièces en chocolat un petit peu en hauteur. On avait prévu une grosse pièce qui a cassé dans la voiture lors du transport. Qui malheureusement n'a pas supporté le trajet. Donc on était un peu frustrés, mais comme ces petites-là ont bien tenu le coup, donc en fait le but c'est de prendre par exemple une base d'œuf qu'on retrouverait classique. Et après j'ai fait donc un montage où il y a une cascade de cloches. Et à côté il a mis une petite tablette superposée avec un petit clown. Et après on a tous nos éléments qui sont prêts, qu'on a collés. Ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que ça fait 2 mois qu'on travaille dessus. Donc c'est beaucoup de boulot. Voilà, parce qu'en fait, il y a tous les moules à préparer. Tous les jours, il faut les cotonner. Après, on passe un peu de beurre de cacao pour qu'il soit bien brillant avec les couleurs, etc. Et après, on passe 2 couches de chocolat. Après, il y a le démoulage. Et après, il y a le façonnage, donc le garnissage, le collage. Et après, là, ce que vous ne voyez pas, que je n'ai pas amené, j'aurais dû, c'est aussi les œufs et les poules que mes vendeuses façonnent avec un ruban. Donc ça, c'était des choses plus classiques. Donc c'est vrai que sur le plateau, j'avais aussi envie d'amener des choses qui étaient plus originales. On les voit en photo. Hein, mais par contre, voilà, donc du coup au magasin, vous avez la vitrine. J'affectionne aussi les choses classiques. Et pour la clientèle, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Parce qu'il y a des gens qui aiment offrir un bel œuf ou une belle cloche. Et après, les personnes qui sont un peu plus contemporaines préfèrent un sujet un peu plus ludique pour leurs enfants, histoire qu'ils aient un souvenir sympa. Dernièrement, rapidement, Robin, j'imagine que faire vos armes dans la chocolaterie de Christophe, c'est une vraie chance pour vous. C'est une vraie chance, ouais, c'est une vraie chance. C'est vraiment un très bon formateur, aussi bien Christophe que Kevin, mon collègue. C'est vraiment 2 hommes passionnés de leur métier, qui aiment transmettre leur savoir-faire. Et c'est super rare aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup en tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites, félicitations pour toutes ces belles créations. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Merci nous avoir à vous. accueillis. Merci. Belle soirée. Allez, on va prendre la direction du Grand Bornand, puisque Fanette de Buisson et Olivia Boisson nous attendent pour un petit Skype en présentation de l'opération Glisse en Cœur. Fanette, est-ce que tu m'entends? Alors on a apparemment un petit souci de son. Ok. Alors les aléas du direct, Pauline va me rejoindre sur ce plateau. Voilà, pour m'éviter un moment de solitude. Alors donc, la revue de presse pour aujourd'hui. On va commencer avec un article que tu as trouvé sur le site de France Bleu. Il y aurait trop d'anglicisme du côté d'Aix-les-Bains. Et oui, c'est une association de défense de la langue française, c'est aussi la semaine de la francophonie, alors c'était l'occasion d'en parler, qui a envoyé un courrier de recours gracieux aux élus de la communauté de l'agglomération de Grand Lac. Il leur demande d'intervenir pour rebaptiser notamment plusieurs manifestations. L'exemple, c'est Bifit avec son trail, son outdoor et son fitness, donc beaucoup d'anglais. Et donc les défenseurs de la langue française demandent d'intervenir auprès de l'Office du tourisme intercommunal qui s'appelle Aix-les-Bains Riviera des Alpes afin de rebaptiser donc cette manifestation. L'événement qui a lieu du 9 au 13 juin, il y a donc du yoga de fitness, de l'outdoor, du trail, donc de termes beaucoup anglophones. Il dit notre langue, c'est notre culture, on est français car on parle français. Et donc Christian Vasquez, lui, le directeur de l'Office du tourisme, reconnaît que suite à ses premières remarques, ils ont essayé de faire des efforts en essayant de mettre moins de termes d'anglais. Mais bon, il ne veut pas changer le nom de la manifestation, on ne change pas le nom. Moins vendeur en plus. Ce serait peut-être moins vendeur et puis surtout la manifestation a déjà eu lieu, donc les gens connaissent, donc il ne changera pas le nom, surtout que la marque a été déposée à l'INPI. Et Aix-les-Bains, bon, c'est une habituée, notamment de ces termes anglais, puisque l'association a relevé la City Card, l'Ex-Ski Invitational, Aix-les-Bains, Lake Trendy, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup de recours, mais bon, allez, passons au français, même si c'est un peu moins vendeur, c'est notre langue. Et puis une opération nettoyage grandeur nature à l'abri Valo. Oui, ça c'est une belle initiative de l'abri Valo qui est située sur la voie normale du Mont Blanc et c'est un véritable dépotoir selon 3 jeunes. Alors ils sont passionnés de montagne, ils proposent d'aller nettoyer eux-mêmes et de réaliser en même temps un documentaire pour sensibiliser au respect de l'environnement. Ce refuge ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence, donc il n'est pas utilisé souvent. Pour autant, des alpinistes peu soucieux de l'environnement ont abandonné des monceaux entiers de détritus. Le départ pour ces 3 jeunes est prévu le 2 juin prochain et l'ascension, ce sera donc l'occasion de tourner ce documentaire. Et pour cela, il voudrait financer l'expédition. Timothée a lancé un appel sur la plateforme Ulule, donc ça a retrouvé sur leur site. Et c'est plutôt sympa et c'est une belle initiative, voilà, notamment de la part de jeunes. Et on reste un petit peu dans la jeunesse avec le classement des lycées. Oui, un classement très attendu par les parents notamment. Pour savoir où on va mettre sa progéniture. Puisque le ministère de l'Éducation nationale a donc publié ses indicateurs de résultats des lycées. Il faut savoir qu'en Pays de Savoie, il y a 78 établissements, lycées généraux, lycées technologiques, lycées professionnels. Donc sur ces 78 établissements, 46% affichent un taux de réussite au baccalauréat supérieur à 95%. C'est un bon chiffre. 2 lycées réalisent le carton plein avec 100% de réussite à l'examen final. Ils sont en Haute-Savoie. C'est le lycée Bosco de Cluse et le lycée Jeanne d'Arc situé à Thonon-les-Bains, 2 lycées privés. En Savoie, le meilleur taux de réussite est à chercher du côté de l'Aravoir et de Bourg-Saint-Maurice avec 98%. Il y a une carte complète à trouver sur Internet pour retrouver son ancien lycée, voir un petit peu le taux de réussite. Et puis une reconversion de champion. Oui, on part en Suisse, du côté de Amriswil, très précisément dans le canton de Thurgovie, puisque Sébastien Steigmeier, 28 ans, est un des meilleurs joueurs de volleyball suisse. Il est roman, il est actuellement au sommet de son art, mais il a décidé de prendre sa retraite sportive en fin de saison. Il a envie de profiter de sa vie, de profiter de sa famille. Et sa reconversion est déjà toute trouvée, puisqu'il devrait, enfin en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite, il va tenter d'intégrer l'école de police de Genève. Situation assez rocambolesque. Son dossier de candidature est déjà prêt. Il faut savoir que quand il avait 19 ans, il avait voulu déjà s'inscrire à cette école et au dernier moment, il avait hésité et finalement il s'est lancé dans le carrière de volleyball. Ça lui a plutôt réussi. On lui souhaite donc une très belle deuxième vie. Une aussi bonne réussite dans son futur métier. Merci Pauline. À tout à l'heure. Alors je ne sais pas quand, mais on va se revoir. Je reste dans les stands. Je vais accueillir à présent Catherine Meunier de la librairie Imaginaire du côté d'Annecy qui va venir pour nous présenter ses petits coups de cœur du moment. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc ce soir, je disais 4 livres passés au crible. On débute avec Terre promise de l'italienne Milena Agus.
Alors, comme son nom l'indique, on parle là de recherche de la terre promise. Exactement, des terres promises, puisque le titre est au pluriel. Et en fait, Milena Egus, c'était évidemment l'auteur de Mal de Pierre, qui avait eu un gros succès en France. Un succès énorme. Et moi, j'étais très curieuse de lire à nouveau un livre. Il y en a eu d'autres qui sont parus depuis, mais celui-ci, j'avais vraiment hâte. Et alors là, elle crée un exploit extraordinaire, parce qu'en 170 pages, elle nous raconte une saga familiale sur 4 générations, dans plusieurs villes. C'est l'histoire, en gros, dans un petit village de montagne sarde, Esther et Raphaël, qui se marient juste après la Seconde Guerre mondiale et qui rêvent de partir, qui ne veulent pas rester dans leur pays. Raphaël lui rêve de bord de mer de Gênes. Il va y aller et puis après, ils vont déménager à Milan. Et puis là, sa femme, Esther, va se rendre compte que ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait et tomber en profonde dépression. Mais ils ont eu une petite fille, Felicita, qui, elle, est bien partout. Ils vont revenir dans leur village, même s'ils avaient promis de ne plus jamais revenir. Et là, les choses n'ont guère changé. La grand-mère est toujours aussi acariâtre, Esther est toujours dépressive, mais Felicita, elle, vit sa vie, et vit sa vie avec grand bonheur. Elle se convertit au communisme, elle tombe amoureuse du bel aristocrate qui la met enceinte, mais qui va vouloir l'épouser, mais elle va refuser ce mariage parce qu'elle sent qu'il ne l'aime pas, elle veut quelqu'un qui l'aime. Mais elle va vivre sa vie comme ça. Je ne vais pas raconter tout le livre, mais juste pour dire que c'est un livre avec vraiment cette Felicita, c'est un personnage solaire magnifique. On passe au deuxième livre que vous nous avez apporté, Dans les angles morts d'Elizabeth Brundage. Alors là, on change complètement de registre. Ah, tout à fait. Le pitch, un professeur d'histoire de l'art rentre chez lui après une bonne journée de cours, et il trouve sa femme assassinée et sa petite fille seule dans sa chambre. Toute seule dans la chambre, et manifestement, la petite fille serait la seule témoin de ce crime. Et puis qu'a-t-elle pu bien faire toute seule? Elle a 3 ans, cette petite fille. Comment a-t-elle pu supporter les choses? L'homme, effectivement, arrive, se précipite chez ses voisins. Lui semble avoir l'alibi idéal et parfait, puisqu'il a été toute la journée à l'université à donner des cours. Et ce livre, donc, commence par cette scène de découverte du corps. Et on va remonter toute l'histoire. Et malgré ce procédé qui fait qu'on connaît la fin, avant d'avoir lu le livre, on le lit vraiment avec une attente et un suspense, mais incroyable. Là, on est dans l'Amérique, pas profonde vraiment, mais on est dans la lointaine banlieue rurale de New York, dans les années 70, avec beaucoup de non-dits, beaucoup de choses secrètes, cachées. Une histoire de maison hantée. Une maison presque hantée, puisque la maison dans laquelle vivaient Georges et Catherine, sa femme assassinée, était une maison qui avait déjà connu un drame, puisque les précédents propriétaires s'étaient suicidés en laissant leurs 3 garçons seuls. Un suspense. Un suspense total. J'ai vu d'ailleurs que Stephen King avait parlé en termes très élogieux de tout à ce fait, livre. Et c'est vrai, mais alors c'est du Stephen King écrit, bien écrit. Très, une plongée dans le Paris cosmopolite de la mode au tournant de la Première Guerre mondiale, c'est La 1002e nuit de Carole Genet. La 1002e nuit, tout à fait. Là, on est en 1912 et on va aller d'un magnifique hôtel particulier, Faubourg Saint-Honoré, jusqu'au pont supérieur du Titanic. Voilà, on est vraiment dans l'époque de la belle époque. Et là, c'est encore un suspense, un livre policier, puisque l'histoire commence avec la découverte d'un cadavre aussi, dans une fête extraordinaire que donnait Paul Poiret pour présenter sa nouvelle ligne de parfum qui s'appelle La 1002e nuit. Et la personne assassinée est une comtesse russe, la meilleure amie de Paul Poiret. Et quand on découvre son cadavre, elle semble avoir été étranglée avec un collier. Et quand les secours arrivent, ce collier a disparu. Affaire à suivre. Affaire à suivre, puisqu'évidemment, il y a un coupable tout désigné, un suspect tout désigné, qui est son secrétaire particulier, Igor. Non, je ne sais plus s'il s'appelle Igor, c'est pas grave. Et évidemment, c'est son fils qui s'appelle Igor. Le secrétaire s'appelle Dimitri, pardon.
C'est important, parce qu'évidemment, Dimitri, son secrétaire particulier, était son chouchou, et est-ce qu'il aurait eu intérêt à l'assassiner? Et en même temps, il y a Igor, son fils, qu'elle détestait, qui lui aurait eu plutôt intérêt à l'assassiner. Et en même temps, il y a la femme de Paul Poiret. Voilà, il y a des tas de pistes, et tout ça se termine sur le pont du Titanic, mais à découvrir. Et enfin, un dernier livre très touchant, hein. Une longue impatience de l'auteur Gaël Josse. On parle d'un portrait d'une mère qui attend le retour de son fils, qui est parti à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Non, son fils n'est pas parti à la guerre. Je me suis fait avoir. Oui. Non, effectivement, c'est la voix d'Anne. C'est Anne qui parle, c'est une maman. C'est un monologue? Ça ressemble à un monologue? C'est un monologue, c'est comme une longue lettre. En fait, elle explique les choses, Anne. Parce que Anne, au moment de la Seconde Guerre mondiale, était mariée à un marin-pêcheur qui a disparu en mer. Elle s'est retrouvée toute seule à devoir élever son petit garçon, Louis. Il avait 2 ans à l'époque. C'était vraiment un petit garçon. Elle a dû travailler à l'usine. Mais malgré tout, elle a vécu une vie... Voilà, pas très riche, très misérable, mais en s'occupant bien des choses. Et puis un jour arrive un notable du village, le fils du pharmacien, qui, de manière très surprenante, la demande en mariage. Il lui dit qu'il a respecté les délais de veuvage, de deuil, et que depuis l'enfance, il est amoureux d'elle et qu'il veut l'épouser, et que s'il l'épouse, en tous les cas, il lui assure qu'il s'occupera de lui, de son petit garçon, comme si c'était le sien. Voilà, ils vont s'épouser, les choses, voilà, elle va se trouver dans un milieu très différent. Mais au moment de l'adolescence de Louis, malgré ses promesses, son second mari va être un peu brusque avec lui et Louis va fuguer. Donc Anne est très inquiète. Louis, un jour, 2 jours, ne revient pas. Elle va apprendre finalement qu'il s'est embarqué sur un cargo pour faire pour partir loin, et elle va attendre le retour de ce cargo. Et en attendant, elle lui écrit des lettres, et entre autres, elle lui raconte le menu qu'elle préparera pour son retour. Et à chaque fois, le menu... Alors là, moi, si j'étais lui, je rentrerais, hein, franchement. Mais voilà. C'est un livre, c'est magnifique. Alors, moi, je compare un peu à une tragédie antique avec la voix d'une mère qui... Mais c'est un livre très, très beau. Gaël Josse. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces belles paroles, Catherine. Merci à vous. On rappelle l'adresse de la librairie? C'est 4 bis rue de la Poste à Annecy. Merci très beaucoup. Joli. Voilà. On avait un deal avec Christophe, on échange les livres. Contre les chocolats? Vous avez bien raison. Bonne soirée. Allez, on passe notre dernière rubrique. C'est parti pour On en parle. Stéphane Raymondi, bonsoir. Alors, vous avez créé avec votre compagnon une agence de voyage d'un nouveau genre. Bougez pas. Décidément, c'est l'émission. Je vous écoute. Alors, donc en fait, nous avons créé une agence de voyage réceptive. Ah, c'est vous qui avez un problème de micro, apparemment. Donc, nous proposons une agence de voyage réceptive, c'est-à-dire que nous proposons en fait à nos clients de venir à notre camp de base qui est l'auberge Latura, dont nous sommes les propriétaires depuis 4 ans, pour venir se ressourcer et venir explorer avec nous la nature au cœur de la montagne, et notamment la nature préservée au cœur du parc national de la Vanoise. D'où ça vient, cette idée? Alors, en fait, c'est un projet que nous menons depuis une dizaine d'années. Oui, donc c'est vraiment réfléchi. Voilà, donc David et moi sommes ingénieurs dans la métallurgie pour moi, et mon mari, ingénieur géologue, donc plutôt sur les sciences naturelles. Et il y a une dizaine d'années, en fait, on a eu l'opportunité de partir en Autriche, où on a découvert ces séjours tout inclus. On pouvait découvrir la montagne sous un autre angle. Et ça permet vraiment de se ressourcer, de faire des choses vraiment différentes, ne pas être dans la course, que chacun puisse à son rythme découvrir l'environnement montagnard, la faune, la flore, les saisons, surtout la saison d'automne, qui est très peu fréquentée et qui est juste exceptionnelle. Voilà. C'est quoi l'état d'esprit de Nature Explora? Alors, l'état d'esprit, c'est rêver, explorer, respirer. Exactement. Voilà. Nous, on vous accueille toute l'année.
j'insiste, on vous accueille toute l'année. Il y a quelques périodes de fermeture, mais on souhaite accueillir le public toute l'année, justement sur ces thématiques de découverte, de respiration. Alors ça vient aussi, David, c'est plutôt la partie exploration. Mon mari est accompagnateur en montagne, herbaliste. Donc ça permet de découvrir les plantes, la description des paysages. Et la partie respiration, c'est plutôt moi, puisque j'enseigne le Qigong avec Kidogo, une spécialité du Qigong. Voilà, donc on travaille sur... c'est une gymnastique chinoise, le Qigong. Donc on travaille beaucoup sur la respiration et le lâcher-prise. C'est très à la mode, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Le fait de venir de domaines assez variés entre votre mari et vous, c'est une plus-value dans ce que vous proposez? Absolument, absolument. On est complémentaires. On ne se ressemble pas du tout physiquement, on est très complémentaires. Et oui, c'est une plus-value. Et plus que ça, notre parcours professionnel est une grande plus-value. Les rencontres qu'on a pu faire tout au long de notre parcours professionnel, voilà. Et puis nos familles, forcément, enfin les gens qui nous entourent. Voilà. Donnez-nous quelques exemples de séjours là, que vous proposez sur l'année. Donc nous avons 9 séjours. Donc nous avons les prochains séjours, un séjour assez phare, c'est l'herboristerie familiale sur plusieurs jours. Donc là c'est avec mon mari David qui vous propose en fait de fabriquer un certain nombre de produits. On peut voir le voilà, visuel. exactement. Donc en fait on apprend à utiliser les plantes. Donc il y a certaines plantes qu'on peut aller prélever dans la nature à partir du moment où on n'est pas dans des zones de protection forcément. Et puis d'autres plantes, donc nous on approvisionne et avec lesquelles on fabrique soit des tisanes, soit on peut faire un certain nombre de préparations, des sirops, des hydrolats, enfin plein de choses différentes pour pouvoir être bien au quotidien. L'avantage de vos séjours, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ça, tous les goûts, tous les âges, pour tout le monde. Voilà, les actifs pressés, les gens qui sont plus enclins à se ressourcer différemment. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment le but, que tout le monde y trouve son compte, vraiment. Ils ont quel profil, les gens, vos clients? Alors nos clients, donc en fait, depuis 3 ans que nous sommes à Valseny-Termignon, donc on observe beaucoup et on pose beaucoup de questions. En fait, c'est un petit laboratoire qu'on a créé depuis 3 ans. Donc ce sont beaucoup des profils de personnes qui ont déjà fait ce cheminement du bien-être. On ne parle pas forcément de spa, on n'a pas de spa à l'auberge. C'est vraiment le bien-être par rapport à la nature et venir se déconnecter par rapport à un environnement. On a beaucoup de gens qui nous parlent de cocon et de bulles. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on veut véhiculer. Voilà, il n'y a pas de profil où il n'y a pas voilà, il n'y a pas de profil type. C'est vraiment des personnes, il n'y a pas d'âge, etc. Ce sont des personnes qui ont besoin de se déconnecter. Dernière question, dernière chose. Qu'est-ce que c'est pour vous un séjour réussi pour vos clients? Quand nos clients sont contents. Quand ils ont vraiment le sentiment Quand ils sont contents, coupé. nous on est contents. Voilà, c'est le principal. Qu'ils repartent avec le sourire. C'est extrêmement important. Voilà, pour nous c'est ça un séjour réussi. Ça coûte combien? On est sur la fourchette à peu près. En fait, sur les courts séjours, on est à 250 € et sur les séjours sur 4-5 jours, on est à 500-550 €. D'accord. Voilà, tout compris. Merci beaucoup en tout cas. Merci Bonne à vous. continuation pour cette belle aventure. Merci bien. Merci bien. Pauline va revenir sur le plateau. On va finir cette émission un petit peu agitée, mouvementée avec les titres du JT. Ouais, c'est vrai. On n'a malheureusement pas réussi à rétablir la connexion avec le Grand Bornand, avec Fanette et Olivia. Partie remise, on espère. Dans le JT, donc, on va parler du SEMNOS avec des enneigeurs. Oui, 4 au total l'année prochaine, des enneigeurs mobiles. Coût de l'opération 600 000 € avec une grosse aide notamment de la région. Ça y est, enfin, il n'y aura plus de manque de neige au SEMNOS. Alors il faut faire attention, ils ne vont pas enneiger tout le domaine. Ce sera la partie notamment pour les débutants, pour que les écoles de ski et que les enfants de tout Annecy puissent venir faire du ski l'hiver. Et puis des nouvelles de certaines gares SNCF. Oui, c'est ça, qui vont fermer. Il n'y aura plus d'accueil, notamment en gare de Saint-Michel-de-Maurienne, à l'exception des week-ends en hiver, lors des gros week-ends. Et les usagers trouveront donc porte close, et ce, dès la rentrée. La SNCF veut supprimer 15 postes de vendeurs ou d'agents d'escale, c'est-à-dire 50% des effectifs selon Sudrail.
Ouais, faut que tu prennes le micro de secours apparemment, on a un souci. On a des problèmes de son ce soir. Et donc Guillaume Vuitton est allé faire un tour du côté de la Maurienne pour voir un peu comment ça se passera à la rentrée, notamment pour les usagers. Merci beaucoup Pauline, Merci. on se retrouve tout de suite après cette émission. C'est fini pour ce soir. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour un nouvel accès direct. Je recevrai entre autres Bruno Bourda, le directeur de l'Office de tourisme des Sources du Lac d'Annecy. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe en régie. Passez une très très belle soirée sur Vite Mont Blanc. Bye bye.